Le projet Argonautica est un groupe de sous-projets, tels que Argonimo, Argocéan, Argohydro. Dans l'ensemble, celui-ci a un but premier et universel, celui de sensibiliser le public à la destruction des fonds polaires, entraînant le dérèglement climatique, se faisant fortement ressentir à notre époque. Environnementalement parlant, la fonte des glaciers n'est pas la seule des conséquences. Les animaux polaires en souffrent autant. C'est pourquoi le CNES, Centre national d'études spatiales, et le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, font l'objet d'une association ayant pour but de mettre en évidence l'impact des variations climatiques suivant les déplacements des animaux marins équipés de balises Argos. Nous pouvons donc nous demander en quoi le projet Argonautica et son utilisation des techniques modernes nous permet d'appréhender le dérèglement climatique. Nous verrons donc dans un premier temps le fonctionnement du projet Argonautica, puis la mise en place du dérèglement climatique au sein de notre planète. Le projet Argonautica, réalisé en partenariat avec des scientifiques et des professionnels de la mer, repose donc sur 3 sous-projets spécifiques et complémentaires que nous allons donc détailler. Le premier, intitulé Argonimo, a pour champ d'action les études sur le déplacement animalier. Menées par l'intermédiaire de balises placées directement sur les animaux et de satellites, ces études permettent un suivi GPS précis des animaux, offrant alors des précieuses informations sur leur comportement. Argonimo a pour but de faire découvrir le mode de vie de ces animaux et surtout de mettre en avant l'impact des variations environnementales et climatiques sur leur déplacement en proposant sur le site du CNES les données récoltées de manière claire, intuitive et accessible à tous. Il offre également une possibilité de suivi d'un animal en seulement quelques clics. Chaque semaine, la position de l'animal sélectionné est alors actualisée et envoyée à l'utilisateur, lui permettant ainsi de constater par lui-même les conséquences du dérèglement climatique sur son trajet. Le second sous-projet appelé Argocéan est lui plus précisément centré sur l'étude du milieu marin. Il utilise pour sa part des balises flottantes fixes sous forme de bouées qui sont larguées au milieu de l'océan à l'occasion de diverses expéditions. Les données relevées par ces bouées renseignent sur tout ce qui relève du milieu marin avec des informations sur la pollution des océans par les déchets plastiques, sur le niveau de l'eau ou encore sur les courants marins. Argocéan a donc pour but de mettre en évidence l'impact des activités humaines sur la dynamique océanique ainsi que les liens entre océan, climat et environnement. Il met lui aussi à disposition ses relevés sur le site du CNES en procurant par exemple des graphiques sur l'évolution de la température des eaux ou bien des modélisations animées des courants. Le troisième et dernier sous-projet, nommé Argohydro, englobe, lui, toutes les études concernant les ressources en eau douce de notre planète. Il s'intéresse pour cela de très près au cycle de l'eau et aux enjeux qui y sont liés. Il utilise également des bouées et des satellites pour étudier le niveau et la qualité des eaux de surface comme les lacs, les fleuves et les rivières. Argohydro a donc pour but d'étudier l'impact des changements climatiques et environnementaux sur les ressources naturelles en eau douce pour mieux les protéger. Argohydro propose bien évidemment lui aussi une interaction avec les utilisateurs du site du CNES en mettant à disposition des protocoles pour construire, à la maison ou en classe, des stations de mesure à moindre coût. Le niveau d'humidité des sols, la quantité de précipitations ou bien la qualité et le niveau de pollution de l'eau pourront être ainsi mesurés manuellement. Finalement, Argonimo, Argocéan et Argohydro étudient chacun à un niveau différent et spécifique l'impact des variations climatiques sur les eaux du globe. Cependant, une fois mises en relation, ces données complémentaires permettent au projet Argonautica d'atteindre son objectif en couvrant la totalité des conséquences du dérèglement climatique sur les eaux du monde. Comme l'a dit Michel Sartou, chef de projet Argos au CNES, Argos est un système de surveillance environnementale par satellite. Il fonctionne avec des balises munies de capteurs et placées sur les animaux que l'on veut suivre, transmettant les données qu'elles collectent, comme la température corporelle ou le rythme cardiaque, et assurant leur localisation grâce aux instruments embarqués sur des satellites en orbite basse.
En d'autres termes, des satellites envoyés dans l'espace, aux alentours de 850 km d'altitude, à l'aide de fusées, sont dirigés par un centre de contrôle positionné au sol, envoyant des consignes pour les placer sur la bonne trajectoire. Le premier satellite envoyé dans l'espace a été envoyé par l'URSS en 1957. Il s'appelait Sputnik 1. Point historique. Cela fait déjà 25 ans que le lancement d'un satellite Topex Poséidon eut lieu grâce au lanceur Ariane, fusée qui a été envoyée dans l'espace. L'objectif étant de mesurer avec une précision de quelques centimètres le relief de la surface de la Terre, de l'océan, permettant ainsi de relever des données précieuses inaccessibles par voie terrestre sur l'état dynamique de l'océan et permettant aussi de quantifier les impacts du dérèglement climatique. Aujourd'hui, cela fait près de 13 ans que le CNES, en collaboration avec la NASA, collecte des informations et que la base de mesure de Topex Poséidon continue de s'enrichir avec les 3 satellites Jason, puis avec Jason CS Sentinel-6 qui sera lancé en 2020, puis SWOT en 2021. Intéressons-nous à la composition d'un satellite. Un satellite est composé de 2 grandes parties. La plateforme, qui est l'endroit qui comporte tous les équipements nécessaires à sa survie. Parmi eux se trouvent des panneaux photovoltaïques, également appelés panneaux solaires. Ils servent à stocker l'énergie reçue du soleil dans des batteries qui sont utilisées au bon fonctionnement de tous les appareils électroniques embarqués à bord du satellite. Ce dernier est donc autonome en énergie. À cause de l'impact des forces parasites exercées sur le satellite, celui-ci a tendance à dévier un peu de son orbite. Il est donc aussi composé de propulseurs lui permettant de rester en orbite autour de la planète. De plus, le satellite possède des systèmes d'intelligence embarqués à son bord, calculateurs ou logiciels de vol, qui permettent de le manœuvrer et de surveiller l'état des équipements pour qu'il puisse au mieux réaliser sa mission. La seconde partie est la charge utile. Située dans la plateforme, elle désigne l'endroit où se trouvent les équipements nécessaires à la réalisation de la mission, c'est-à-dire les instruments de mesure. Le satellite est également équipé de différents capteurs spécifiques selon son objectif. Un capteur est un mécanisme qui permet de transformer l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable. Il existe plusieurs types de capteurs qui peuvent être emmenés à bord d'un satellite et qui peuvent varier selon la mission du satellite. Par exemple, des capteurs thermiques qui mesurent une température, des capteurs photosensibles qui transforment la lumière reçue en électricité et des radiomètres qui transforment la quantité de lumière reçue en un signal électrique. Comment un capteur fonctionne-t-il ? Pour voir comment un capteur fonctionne, nous prendrons l'exemple d'un radiomètre. Pour que le satellite puisse obtenir des images utilisables, ce dernier est muni de radiomètres et de capteurs mesurant la quantité de lumière de la planète étudiée, ici la Terre. Définissons ce qu'est un radiomètre. Le radiomètre est un capteur sensible aux longueurs d'onde que l'on exprime toujours en nanomètres. En effet, il est important de savoir que chaque objet terrestre émet des ondes électromagnétiques différentes selon ses propriétés physico-chimiques. Le radiomètre mesure, pour une longueur d'onde donnée, une ou plusieurs superficies à la surface de la Terre, allant de quelques décimètres carrés à plusieurs centaines de mètres carrés. Cela dépend de la résolution des radiomètres du satellite. Cette superficie s'appelle un point. Le satellite balaye donc, point par point, la surface de la planète et attribue à chacun d'entre eux une valeur comprise entre 0 et 255 nanomètres selon la quantité de lumière reçue, puis envoie ces données à une station. Comment envoie-t-on un satellite dans l'espace ? Le lancement d'un satellite se fait par l'intermédiaire d'un lanceur. Ce lanceur doit, après le décollage, effectuer une trajectoire parabolique de sorte à ce que la force répulsive de poussée de la fusée réussisse à vaincre la force attractive de la gravitation terrestre. Ces deux forces sont différentes. Tandis que la force de gravitation terrestre est constante, même si elle diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la Terre, la force de poussée, elle, est variable et dépend de divers paramètres comme la vitesse ou le poids de la fusée. Arrivée à une certaine vitesse, la fusée se satellise à une altitude qui dépend de sa vitesse initiale. Pour que l'objet conserve indéfiniment sa vitesse, il faut qu'elle se déplace dans le vide au-dessus de l'atmosphère, là où aucune force de traînée ne s'exerce, comme les frottements. À cette altitude, en appliquant le principe d'inertie, aucune énergie n'est en effet nécessaire pour maintenir son mouvement. Définissons les lois de Kepler. En effet, après avoir lancé le satellite dans l'espace, il faut définir sa trajectoire.
pour cela, il faut appliquer les 3 lois formulées et établies entre 1609 et 1619 par Johannes Kepler, qui s'appliquent à n'importe quel objet gravitant autour de la Terre ou n'importe quel astre. La première loi, ou loi des orbites, se base sur le référentiel héliocentrique, soit le centre du Soleil. On exprime alors que la trajectoire d'une planète est de forme elliptique. De plus, cette ellipse dispose de 2 foyers, dont l'un est le Soleil. On dit que l'orbite de celle-ci est elliptique. La seconde loi, ou loi des airs, explique l'égalité des airs que le segment reliant le Soleil à la planète parcourt pendant des durées équivalentes. La troisième et dernière loi nommée loi des périodes démontre que cette relation, utilisée dans de nombreux calculs en astronomie, est une constante, et que par conséquent, elle ne dépend pas du satellite concerné, mais seulement de la planète, en l'occurrence la Terre. Faisons un point sur les balises. Les 22 000 balises Argos émettent régulièrement de courts messages réguliers qui sont retransmis au sol par les 7 satellites. Les balises Argos permettent de suivre des animaux variés, tels que les cigognes, les requins, les ours ou encore les méduses, dans tous les milieux, comme l'air, le désert et les régions polaires. Chaque balise est en apparence différente, suivant l'animal étudié. Elles peuvent être soit autour du cou, soit collées directement sur la peau. Dans le cas des animaux marins, les balises appelées pop-up sont accrochées aux animaux et programmées pour se détacher et remonter à la surface à la fin du suivi. Elles sont cependant techniquement toutes constituées de la même matière, une partie électronique, une antenne et des piles contenues dans de la résine. Grâce à l'énergie de la pile, la partie électronique permet la transmission périodique des messages avec le numéro d'identification de la balise et des données de localisation. En plus d'envoyer la position, la balise est généralement aussi équipée des capteurs qui permettent de mesurer le rythme cardiaque de l'animal, sa température corporelle, la profondeur de ses plongées, le contenu de son estomac, ainsi que des paramètres de son environnement comme la température et la salinité. Argos est un système innovant, fonctionnel depuis 1978, qui collecte des données émises par des balises et les répartit accompagnées d'informations de localisation à une 60aine de stations de réception au sol, qui les transmettent à leur tour à 2 centres de traitement mondiaux, Washington et Toulouse. Ces centres analysent les données et les envoient aux utilisateurs, communautés scientifiques, gouvernements et industriels. Celui-ci aide les communautés scientifiques à comprendre et à surveiller au mieux notre environnement, mais il favorise également le respect des règles de protection de l'environnement par les industriels. Les balises Argos bénéficient d'un énorme avantage: l'endurance grâce à l'énergie solaire emmagasinée par les panneaux solaires présents sur les satellites. Mis au profit du projet Argonautica, les relevés quotidiens des positions des animaux marins montrent un réel problème au niveau des déplacements de plus en plus lointains. Ceux-ci subissent directement le dérèglement climatique. En effet, la chaîne alimentaire veut que les manchots soient l'un des prédateurs des poissons, qui, par de fortes températures auxquelles ils ne sont pas habitués, migrent vers le sud, afin de rejoindre un milieu et un climat plus convenables. Les températures peuvent descendre à moins 90 degrés Celsius sur les pôles, quand elles devraient atteindre moins 40 degrés Celsius. Une différence de 50 degrés Celsius se fait ressentir. C'est pourquoi les relevés de localisation sont nécessaires. En effet, ces localisations sont obtenues grâce à des satellites dotés de récepteurs qui localisent les balises émettant des positions GPS à la surface de la Terre. Pour obtenir une localisation très correcte, il est nécessaire 3 passages du satellite. La précision peut alors permettre de localiser un animal jusqu'à une dizaine de mètres près. De plus, ce système de localisation dispose de certains avantages, tels qu'une faible consommation d'énergie ou une localisation instantanée des balises. Grâce à ce complexe satellitaire, les scientifiques depuis 30 ans étudient les océans et bénéficient de données sur la température et le courant des zones bien précises. Nous assistons également à une miniaturisation des balises Argos. En effet, celles-ci ne doivent pas dépasser 3% du poids de l'animal pour ne pas le gêner. Aujourd'hui, le plus petit émetteur ne pèse que 10 grammes et il existe des prototypes de balises ne pesant que 5 grammes. Ce système possède également une communication bidirectionnelle. En d'autres termes, ce sont des émetteurs et récepteurs qui possèdent un logiciel leur permettant de calculer l'heure et la durée exacte du prochain passage du satellite.
Ainsi, les plateformes PMT, plateformes Messaging Terminal, émettent seulement quand un satellite est visible. Cela permet de minimiser la durée de l'émission, économiser l'énergie et de prolonger la durée de vie des plateformes. Le dérèglement climatique est un terme désignant le phénomène de bouleversement global des températures observé depuis plusieurs décennies à l'échelle mondiale. Causé par l'émission de gaz à effet de serre, ce phénomène est à l'origine d'une perturbation totale d'un grand nombre de mécanismes naturels. Il agit, comme son nom l'indique, sur le climat et sur les températures. En effet, toutes les études menées sur l'évolution des températures démontrent leur augmentation nette et de plus en plus rapide. La surface du globe est touchée avec une augmentation de près de 1,2 degrés Celsius au cours du XXe siècle et même de 2 à 4 degrés Celsius au niveau des pôles. La température moyenne en 1800 était 0,7 fois moins élevée que celle de 2011. Nous pouvons facilement constater ce phénomène à notre échelle. D'une part, avec les canicules qui sont de plus en plus fréquentes et marquantes, la dernière datant de cet été avec des températures qui ont avoisiné les 40 degrés Celsius à Paris et même les 46 degrés Celsius au Portugal, et d'autre part, avec les températures surprenantes et instables qui semblent ne plus correspondre aux saisons, comme lors du mois de février dernier, durant lequel les températures se sont élevées largement au-dessus des normales de saison. La comparaison avec celle de février 2018 illustre très bien cette idée de dérèglement climatique. A contrario du réchauffement, un phénomène naturel de refroidissement a lieu régulièrement sur notre planète, induisant des périodes de froid qui perturbent encore plus les températures. Les océans sont eux aussi touchés par le réchauffement avec une augmentation moyenne de 0,5 degrés Celsius entre 1976 et 2009. À savoir que ce réchauffement aquatique touche principalement les eaux de surface et n'impacte que très peu les eaux profondes. Ce réchauffement a de graves conséquences, parmi lesquelles la plus connue est sûrement la fonte des glaces au niveau des pôles. Les kilomètres de banquise et de glace fondue se transforment alors en une quantité astronomique de mètres cubes d'eau chaque année. Ce phénomène a donc pour conséquence une hausse importante du niveau des eaux dans le monde entier. Le niveau s'est ainsi en moyenne élevé de presque 30 cm depuis 1700, dont 18 cm sur le siècle dernier et 6 cm sur les 20 dernières années. Nous constatons ainsi que les effets s'accélèrent fortement. Aujourd'hui, le niveau de l'eau augmente d'environ 3 mm par an. L'eau libérée par la fonte des calottes glaciers est douce, elle contribue donc à une baisse du taux de salinité des eaux du globe. De plus, le réchauffement des températures crée une accélération du cycle de l'eau. L'évaporation est plus importante et par conséquent, les précipitations le sont aussi. L'eau de pluie étant douce, également, le taux de salinité est une nouvelle fois impacté. Or, la salinité est l'un des facteurs déterminant la plongée des eaux. En effet, les eaux salées étant plus denses que les eaux douces, elles sont en temps normal amenées vers les profondeurs. C'est le phénomène dit de thermohaline. Ainsi, cette baisse de la salinité est à l'origine d'un bouleversement des courants marins. Une autre conséquence moins connue que la fonte des glaces mais tout aussi importante est le phénomène d'acidification des océans provoqué par les émissions conséquentes de CO2. En effet, c'est 30% du CO2 émis par l'homme qui se dissout dans nos océans, ce qui représente 1 million de tonnes de dioxyde de carbone par heure. Les réactions chimiques provoquées par la dissolution du CO2 ont alors pour conséquence de diminuer le taux d'acidité des océans d'unité de mesure pH allant de 1 à 14. Plus la valeur est petite, plus l'acidité est forte. Ce pH est ainsi passé de 8,2 à 8,1 depuis les révolutions industrielles des 18e et 19e siècles. Les chercheurs estiment que cette baisse va encore s'accélérer si rien ne change et diminuer de 0,3 avant la fin du siècle. Le dérèglement climatique causé par l'homme est donc le premier maillon d'une longue chaîne de phénomènes plus ou moins néfastes qui touchent et bouleversent tous les milieux et tous les niveaux de la biodiversité. Même si à court terme, les effets du changement climatique n'ont pas de conséquences graves sur nous, les êtres humains, et que quelques degrés en plus ne déplairaient pas la plupart d'entre nous, une grande partie de la biodiversité est d'ores et déjà en train d'en subir les conséquences. Premièrement, les changements de température bousculent totalement les périodes de migration et de reproduction des animaux. Les animaux marins sont d'autant plus impactés, puisque les courants dont ils se servent
et qui suivent habituellement sont déréglés. Ensuite, les milieux de vie sont aussi directement affectés par les changements de conditions climatiques et météorologiques. C'est pourquoi certains milieux deviennent inhabitables ou inconfortables et obligent leurs occupants à se déplacer. Le projet Argonautica permet alors de constater précisément ces déplacements qui concernent de la même manière les oiseaux, les mammifères, les insectes, les poissons et les végétaux. Ainsi, les données démontrent que les êtres vivants habitués à une certaine température doivent migrer de plus en plus vers le nord pour la retrouver. Nous pouvons donc parler de migration des écosystèmes. Cependant, certaines espèces présentent une meilleure capacité d'acclimatation et parviennent assez facilement à s'adapter à leur nouvel environnement sans ressentir le besoin de migrer. Ces déplacements biologiques ne s'appliquant pas à toutes les espèces, ils font en sorte que certaines partent, d'autres restent et de nouvelles arrivent. Ce qui conduit à un réel chamboulement des écosystèmes. En effet, les réseaux trophiques qui assurent l'équilibre des écosystèmes peuvent facilement être déréglés par le moindre départ ou la moindre arrivée. L'écosystème tout entier, reposant sur ces réseaux trophiques, leur déséquilibre peut entraîner sa chute. Les êtres vivants sont donc contraints de s'adapter s'ils ne veulent pas disparaître. Dans le cas des écosystèmes marins, en plus de la température et des courants, entre en jeu le paramètre de l'acidité des eaux vu précédemment. La hausse très rapide de l'acidité des océans n'a pas laissé aux organismes marins le temps de s'adapter. Les plus fragiles, comme les petits escargots de mer, appelés ptéropodes, commencent dès aujourd'hui à voir leurs coquilles et leurs squelettes se dissoudre petit à petit. Enfin, les événements météorologiques extrêmes, tels que les submersions marines des îles de basse altitude, la sécheresse des sols, les vagues de chaleur ou encore les cyclones sont de plus en plus fréquents à cause du changement climatique. Ces événements sont malheureusement capables de dévaster des écosystèmes entiers en quelques jours, voire en quelques heures. Tout compte fait, en perturbant les grands équilibres écologiques ainsi que le mode de vie, le milieu de vie et même le développement physique de certains organismes, le dérèglement climatique contribue largement à une perte en biodiversité. 20 à 30% des espèces animales et végétales sont d'ailleurs déjà menacées d'extinction à l'heure qu'il est, et ce chiffre affolant devrait encore s'aggraver dans les prochaines années si aucune mesure n'est prise pour résoudre ou du moins pour modérer le problème du dérèglement climatique. En effet, le réchauffement climatique cause d'énormes impacts sur la faune et la flore. Cependant, nous pouvons tout de même trouver des mesures pour lutter contre ce dérèglement climatique. Premièrement, nous pouvons modifier nos habitudes alimentaires pour limiter les impacts de notre alimentation sur le climat. Privilégier le plus possible les fruits et les légumes permettrait de produire moins de gaz à effet de serre, les légumes de saison générant 7 fois moins de gaz à effet de serre. De même qu'une réduction de la consommation de viande en la remplaçant par des végétaux, légumes secs ou graines. Par la suite, lutter contre la déforestation permettrait de réduire l'émission d'anthropiques de gaz à effet de serre en achetant des produits portant le label Forest Stewardship Council, FSC, ou encore Programme européen des forêts certifiées, PEFC, puis une préservation de nos océans permettrait ainsi de lutter contre le dérèglement climatique. Par exemple, l'utilisation de produits ménagers respectueux de l'environnement, comme des produits qui comportent le moins d'emballage possible ou ceux qui sont le mieux recyclables. Ensuite, une réduction de la consommation d'énergie et une utilisation d'énergie propre permettrait de diminuer ces impacts en utilisant des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou l'énergie géothermique, en privilégiant les produits en fonction de leur consommation d'énergie. Un appareil A++ consomme 45% d'énergie en moins qu'un appareil classé A, ou encore les ampoules économiques, et le fait d'éteindre les appareils consommerait moins d'énergie. La veille d'un téléviseur peut représenter jusqu'à 70% de sa consommation électrique totale. De même, l'épuration de l'eau nécessite une utilisation d'énergie qui est aussi responsable de gaz à effet de serre, donc une diminution de la consommation d'eau en fermant les robinets entre deux utilisations, en la réutilisant pour arroser ou encore laver les fruits et les légumes, contribuerait à empêcher le dérèglement climatique. Moins polluer en triant nos déchets ou encore favoriser de meilleurs modes de consommation et limiter la quantité de déchets produits comme avec le principe des 3 R, réduire, réutiliser et recycler, par exemple en fabriquant son propre compost pour limiter la quantité d'ordures mises en décharge, puis finalement en limitant la formation de carbone
La consommation de carburant engendre par exemple 35% d'émissions de CO2 en utilisant les transports en commun ou encore les véhicules électriques, le covoiturage. Cependant, les meilleurs moyens de transport restent tout de même le vélo ou la marche à pied qui sont économiques, écologiques et bons pour la santé. Au terme de cette étude, nous pouvons conclure que le projet Argonautica utilise des techniques modernes telles que les balises et les satellites dans le but de mesurer la réelle ampleur du dérèglement climatique et de son impact concret sur la biodiversité. Il effectue des mesures très précises, puis vulgarise et simplifie ses constats. Ainsi propose-t-il les résultats de ses études sous un angle ludique et accessible au plus grand nombre, afin de toucher et sensibiliser le grand public, notamment les jeunes qui deviendront les acteurs du monde de demain. C'est par cette prise de conscience progressive et collective des enjeux du dérèglement climatique que chacun contribue peu à peu à sauver la planète.